Donc, ce qui est proposé là, aujourd'hui, dans cette table ronde, c'est d'aborder justement la question esthétique et artistique à travers l'usage de ces outils technologiques. Comment on choisit le bon projecteur, comment on apprécie ou on présume de la sensibilité artistique d'un outil, comment on éduque son œil aussi aux différentes sources, et comment on compose aussi avec les sources disponibles, parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Alors pour parler de tout ça, je vais me faire le plaisir de vous présenter Elsa Révol, conceptrice lumière, Mathieu Cabane à côté, concepteur lumière, et Alexis Billard, pupitreur, mais pas que. Mais on va se limiter à ça pour cette table ronde. On a petite heure devant nous. On va faire à peu près 40-45 minutes de discussion entre nous, et après on va ouvrir à des questions publiques sur les 10-15 dernières minutes. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez intervenir avant si vous le souhaitez. Bien, mais je vous propose de commencer par une question toute bête. Comment, à l'étude d'un nouveau projet, comment on envisage le choix de tel projecteur quand on a cette possibilité de choisir? Donc bonjour à tous. Pour moi, pour ma part, je travaille beaucoup en opéra, en danse et aussi en événementiel pour de la mode. Et je pense que la première réflexion, ça va être de travailler avec l'équipe artistique du projet pour déjà comprendre vers quelle direction on va aller. Est-ce qu'il y a un choix particulier à faire sur l'esthétique générale, traitement de la couleur, dans ces directions? Et aussi de prendre connaissance du matériel spécifique qui se trouve déjà dans le lieu, et éventuellement de savoir, par exemple pour la mode, avec quelle entreprise de prestation ils vont travailler pour se dire, OK, on va pouvoir commencer à créer avec tel matériel qui est déjà sur place. Et ensuite, au fil de cette phase, une fois qu'on a à la fois l'idée artistique du projet qui vient du collectif et la connaissance technique du lieu, on va essayer de proposer un concept qui fonctionne un peu dans ces temps, le temps de montage et le matériel sur place. Bonjour. Pour ma part, moi, je travaille plutôt théâtre, opéra, mais opéra dans des théâtres. Voilà, magie nouvelle, cirque, peu de danse. Moi, je questionne beaucoup sur le cadre de la création, c'est-à-dire est-ce que c'est un spectacle qui va partir en tournée? Si oui, dans quel contexte de tournée il va être pour sentir si la création va se créer dans le plus grand lieu et ensuite on va être que dans des réductions, ou bien si c'est créé avec peu de moyens et en fait après ça va aller dans des plus grands lieux. Donc voilà, comprendre le contexte. Et évidemment avoir comme tu disais, tout le questionnement artistique, etc. Mais après sur le choix du matériel, je me sers beaucoup de l'existant. Et est-ce qu'il vous arrive de choisir une source d'éclairage? Là, quand on parle plus de projecteur, on va parler de source, qui est liée à un projecteur, mais en raison de sa dominante chromatique ou de sa richesse spectrale. Donc sa dominante chromatique, c'est-à-dire par exemple l'orange d'un sodium, ou la composition spectrale, c'est-à-dire un fluo parce que c'est un spectre pauvre, etc. Vous faites ce type de choix? Alors, moi, je travaille beaucoup avec des directeurs artistiques qui ont un traitement particulier à la couleur, et donc je travaille énormément avec la couleur. Et dans certains sujets, par exemple dans un ballet, on a travaillé avec un décor qui était entièrement rouge. Et du coup, ma question sur ce travail-là était d'avoir des couleurs vraiment puissantes en LED qui matchaient bien avec la couleur du décor pour pouvoir transformer la couleur du décor. Donc oui, sur certains projets, quand il y a une vraie volonté de travailler la couleur, que ce soit sur le décor ou les costumes, j'essaye de partir sur des projecteurs et des sources un peu plus détaillées, grosso modo, dans la réflexion. Détaillé au niveau du spectre. Exactement. Par exemple, là, quand on travaillait sur le décor rouge, j'avais besoin quand même de beaucoup de puissance RGB.
et notamment une palette chromatique très, très forte en bleu, justement pour pouvoir atténuer et noircir la couleur rouge du décor. Donc on avait fait des tests entre différents produits et du coup on a sélectionné une gamme spéciale pour cette utilisation-là. Mais ce n'est pas le cas, enfin, on ne peut pas se permettre ça pour une utilisation lambda d'un décor. Là, il y avait une vraie volonté artistique. Alors moi, je vois les couleurs très tard. En fait, c'est pas du tout mon point de départ. Et quand on me demande dès le plan d'implantation, avant le montage, quels sont les gélates que je vais utiliser, c'est panique à bord. Du coup, j'ai vraiment, je choisis les sources par leur question optique. Couteau, pas couteau, flou, net, serré, pas serré, enfin voilà, dans ces axes-là. Et la couleur est vraiment quelque chose qui vient vraiment tardivement pour moi. Et au-delà de la couleur, la richesse du blanc. Parce que si on... Ouais, la richesse du blanc, oui, ça c'est justement, c'est un peu comme la couleur vient tard, plus je pars avec des sources qui sont riches en blanc, plus je suis à l'aise de pouvoir aller d'un endroit à un autre. Euh, alors, comment, quand on utilise un appareil quel qu'il soit, on a forcément confronté à des limites, à ces limites. Comment on exploite au mieux les contraintes physiques, matérielles, les limites de l'appareil? Alors, souvent, je peux prendre le cas concret où j'ai travaillé en muséographie, où on avait par exemple des limites de budget sur l'achat des sources, où là, vraiment, on est typiquement dans cette période, on est confronté à beaucoup de solutions budgétaires. Et du coup, on avait une grosse gamme de petits projecteurs qui étaient en trichromie, mais qui étaient... on ne pouvait pas les garder dans cet état. Pour mon travail, il fallait vraiment adoucir la couleur LED pour pouvoir aller dans des teintes. Donc, par exemple, là, on a essayé de faire une transformation sur le produit et on a rajouté des gélates, des filtres sur les produits LED pour pouvoir rentrer un peu dans la réflexion que je voulais faire. Après, c'était vraiment, pour moi, c'était un peu le même travail qu'on va faire sur de l'halogène. Mais après, la gestion de la couleur derrière cette gélate nous permettait aussi de venir affiner cette gélatine. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit un projecteur comme l'aspect technique, mais après qu'on conserve, nous, la possibilité de venir le transformer et trouver quelque chose d'autre. C'est important, je trouve. Oui, bien sûr. Elsa, même question. La question des limites et des contraintes est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve vraiment source de création. Et, et justement de pouvoir tenir bon sur ce qu'on souhaite défendre artistiquement avec des choses un peu imposées par le matériel, je trouve que c'est là où il y a toute la richesse de notre métier en fait. Et de réussir à pouvoir détourner, travailler, chercher, être surpris par tout ça, quoi. Alors justement, détourner, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de détourner des appareils d'éclairage ou des sources de leur usage premier, qui n'étaient pas destinés initialement à la scène? Alors, moi, je dirais qu'à partir du moment où on met une gélade froide sur un par, on le détourne. Parce qu'on a une source qui est vraiment très chaude et on lui demande de devenir froid. Donc, je trouve que le détourner, c'est presque la base de ce qu'on fait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des sources non graduables. Et justement, de chercher à les graduer et ce qu'on avait avant avec les fluos non graduables, tout ce clignotement, toutes ces choses qui est non maîtrisable aussi, qui vient amener de l'aléatoire, qui vient amener dans l'écriture de la lumière. Je trouve ça super intéressant, ouais. Et par et fluo, qui étaient de toute façon des appareils qui n'étaient pas destinés à la scène au Ouais, départ. bien sûr, ouais. Et moi, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Elsa, c'est que je pense que dans notre travail, la contrainte est quelque chose qu'on a constamment, mais aussi dans les sources, en fait, changer la nature d'une source, c'est aussi notre travail, en fait. Et
constamment, par exemple, moi j'ai utilisé des DALIS, j'ai demandé à les détourner de leur usage. Et la réponse technique du directeur technique était: mais pourquoi tu les utilises comme ça? Et en fait, je pense que notre travail, c'est aussi de se servir de cette technique-là pour créer des nouvelles choses et amener des nouvelles pistes de réflexion aussi artistiques. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de découvrir par hasard, en manipulant un projecteur, je sais pas, un phénomène optique ou quelque chose auquel vous vous attendiez pas et que vous avez pu exploiter en spectacle? Oui, carrément. Déjà, ce dont je parlais, de graduer des sources non graduables, du coup, ce que ça crée sur la notion de l'aléatoire aussi. Et après, j'ai en tête aussi quand on arrive en fin de saison dans les théâtres et qu'il y a énormément de poussière sur les lentilles et que du coup, on a un flou naturel ou des taches très bizarroïdes. Et il y a eu plusieurs fois où je leur ai dit, surtout, ne nettoyez pas votre optique, je vais la garder telle qu'elle. Et du coup, oui, c'est savoir se saisir de ça, ouais. Et moi, c'était rigolo, c'était avec une entreprise qui me faisait une démo sur un projecteur. Et en fait, j'ai demandé à prendre en contrôle ce projecteur. Et dedans, il y avait la particularité d'avoir un défaut optique, justement, quand on travaillait avec différents modules. Et ils essayaient de le cacher. Mais en fait, quand je l'ai vu, ça m'a énormément plu. Et du coup, ça a créé une genre de banane optiquement. Et justement, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant le spectacle, mais ce n'était pas vraiment voulu quand on avait fait cette démo. Ouais, je rebondis aussi là-dessus sur, pareil, des démos, j'allais dire des débuts des projecteurs LED et surtout ce qui était les premiers pas de la LED et certains où ça a basculé dans du vert quand on était à faible intensité, par exemple. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler sur les seuils de perception, sur la frontière entre le visible et l'invisible, etc. Et du coup, tous ces petits seuils, le 0,3% m'intéressait énormément et qui étaient considérés comme des défauts et qui, pour moi, étaient vraiment des sources de points de départ de création. Donc, ouais, complètement. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de comment on peut éduquer son œil aux différentes sources spectrales qu'on peut rencontrer. Voilà, j'ai posé la question. et j'aimerais bien aussi que Alexis puisse donner son point de vue. Tu veux commencer par ça? Peut-être pas sur celle-ci. Comment on peut éduquer son œil? Alors, je pense que pour moi, quand on fait par exemple une démo avec un fabricant, on passe par toutes les couleurs, rouge, vert, bleu, enfin voilà, on va avoir tout ça en tête. Mais moi, après quelques années, je me suis dit, bon, j'aimerais revenir en arrière et apprendre à revoir la lumière et la comprendre avant de connaître tout le panel d'un projecteur. Et je pense que cette réflexion qu'on avait avec l'halogène, de la gradation aussi, de la lampe, d'un par, tout ça, on avait une sensibilité à regarder plus le plateau et comprendre le travail avec les gélates qu'on a, à mon avis, oublié un peu avec la LED. On se dit un projecteur RGB, c'est un projecteur qui fait du rouge, du bleu et du vert. Mais comprendre quelle est la qualité du rouge, quelle est la qualité du vert entre différents projecteurs RGB, je pense que ça, c'est quelque chose où on doit vraiment être attentif, nous, et savoir aller dans le détail. Quand on a, par exemple, une session de démo, on nous montre vite fait maintenant rouge, vert, bleu, mais on ne va pas se rendre compte, si on met quelqu'un dans ce rouge, quelle va être la différence entre deux projecteurs. Et je pense qu'on doit aller maintenant dans cette réflexion-là et de se dire, OK, ce projecteur va produire plutôt tel effet. Et je trouve que c'est important de questionner quelle est, par exemple, la différence de rouge entre les différents choix de sources. Au niveau de éduquer son œil, moi j'ai vraiment l'impression... En fait, cette question, elle me fait penser à un exercice que j'étais à l'ENSAT, c'est là où j'ai fait ma formation, et on avait un professeur qui nous a
fait faire un exercice. On passait un par un. La salle était plongée dans le noir et l'idée était de reproduire la lumière d'une bougie avec un projecteur. Et donc on était tous à attendre dehors dans le couloir. Il y a le premier qui passait, puis ensuite le deuxième, le troisième. Donc et moi j'étais la dernière à passer. Ce qu'il voulait démontrer, ce professeur, avec cet exercice, c'est qu'au fur et à mesure des passages, les intensités augmentaient. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire, et d'un coup, j'ai senti que ça allait pas. Donc j'ai tout éteint, je suis restée 10 minutes dans le noir complet, et là, je suis repartie de zéro. Et du coup, ça a complètement faussé son exercice. Mais c'est vrai que quand je crée, je fais très attention, et pour moi, et pour le metteur en scène ou la metteuse en scène, et les comédiens, à avoir des temps de lavage d'œil, en fait. De vraiment d'être un reset, ouais, c'est ça. Qui soit adapté à la lumière que je crée. C'est pas la même manière de laver l'œil quand on est sur du travail 100% LED très blanc, ou quand on est sur des faibles intensités, etc. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Et l'autre partie de réponse à cette question, c'est les spectateurs. Et je me rends compte que je donne des cours aussi à des étudiants, et quand je les fais parler, je me rends compte que ces étudiants n'ont que de la LED chez eux. Et moi, j'ai encore un petit stock d'halogène, mais globalement, ils ne sont entourés que de lumière à LED. Et je me rends compte que du coup, forcément, leur œil grandit avec ça autour d'eux, qui n'était pas le cas de nous, quoi. Et donc, il y a forcément un endroit de référentiel qui diffère de ça. Et donc, éduquer son œil à la question spectrale, je pense qu'au niveau de la société, on a déjà basculé dans quelque chose de très différent. Et voilà. Alexis, non, tu pourrais... Ok. Alors, du coup, j'ai bien entendu le reset de l'œil. Et je voulais aborder la question des méthodes. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme méthode pour justement éduquer son œil. Et Mathieu, toi, tu m'avais pas parlé t'as pas un nuancier de couleur, ton propre nuancier que tu aimes bien Alors, en fait, pour comprendre la couleur, quand je vois un nouveau projecteur, des fois, je prends un nuancier de directeur photo où, en fait, on va avoir différentes couleurs qui sont pour moi... Alors, c'est pas... le but n'est pas de faire un étalonnage, c'est juste de comprendre, par exemple, quand on va baigner ce nuancier de rouge, ça va être une référence pour me montrer la richesse en rouge, par exemple, de certains projecteurs, et après pouvoir me créer personnellement un point de référence pour comprendre la richesse du projecteur. Et du coup, quand je vois quelque chose de nouveau comme ça, j'essaye de créer cette référence, et après de mettre quelqu'un dans la lumière pour essayer de voir sur la peau, de comprendre un peu quelles va être ses limites et vers quels défauts on va pouvoir tendre, etc. etc. Mais je pense qu'il faut qu'on s'habitue à redécouvrir la lumière blanche aussi à travers un projecteur additif, et comprendre dans un projecteur additif quel pic on va avoir dans les rouges, dans les verts et dans les bleus. Et je pense que chacun a sa sensibilité qu'on avait déjà dans l'halogène, et il faut que maintenant on arrive à trouver la nouvelle sensibilité avec les sources LED aussi. Et alors, est-ce qu'on peut faire confiance à son œil et à son intuition pour choisir un appareil ? Et première question. Deuxième volet de la question, est-ce que quelle place vous laissez à votre expérience, à votre observation, et même au hasard, finalement, dans le choix ? Donc c'est une double question. Est-ce qu'on peut faire confiance à son œil, à son intuition, et est-ce que vous laissez une place à l'empirisme, en fait, ou même au hasard ? Vas-y, si tu veux. Alors, pour moi, le hasard, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc, je pense que sur le traitement de la couleur, il y a toujours aussi une part de hasard et d'inconnu quand on travaille avec une nouvelle source. Et je
pense que quand ça vient de la contrainte, ben souvent on découvre des choses incroyables qu'on n'avait pas forcément imaginées lors de la phase de réflexion. C'est sûr que maintenant, des fois, on nous demande beaucoup de données, comme Elsa disait, les gélates en amont. Enfin, on nous questionne beaucoup sur la phase maintenant, avant d'arriver sur scène. Donc, souvent, on donne des références de projecteurs, des quantités, et quand on arrive sur place, ben, on a souvent des bonnes surprises. Et je pense que la sensibilité, par exemple, de la lumière sur une peau ou sur un costume ou sur un maquillage, ben moi, j'adore trouver des nouvelles surprises dans ça. Et c'est constamment, en fait, sur une création où on essaye de partir dans une direction. Et quand on est sur scène avec la générale, où on va découvrir tout, on a une vision qui est complètement différente. Et c'est ce qui fait part aussi de ce métier. Elsa ? Tu peux reposer la question, pardon. Ouais, alors c'est vrai que c'était compliqué. En plus, il y en a deux des questions. Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance à son œil? C'était la question initiale, on va dire, et à son intuition. Et après, quelle place vous laissez, vous, à l'improvisation, en gros, et à l'expérience et au hasard, quoi. Alors, faire confiance à son œil, j'ai envie de dire carrément. Quand on a fait un reset. Mais voilà, mais c'est exactement ça. Et en même temps, pas du tout. Du coup, c'est vrai que l'histoire de faire ce lavage d'œil, moi, m'aide beaucoup à repartir et du coup à remettre l'œil en route. Tout comme c'est très important pour moi la question de la temporalité. Mettre une répétition d'une scène pendant 4 heures dans la lumière de cette scène qui durera 2 heures, ça n'a pas de sens pour moi. Et du coup, en création, je fais presque double création, quoi. Je fais une création de travail qui est autant de travail pour moi, mais presque principalement de travail pour le metteur en scène, la metteuse en scène, d'être dans des conditions de recherche optimum. Et parallèlement à ça, j'ai une partie de mon cerveau qui creuse et qui sait ce que ça va donner. Et parfois, ça rend dingue les pupitres avec qui je travaille. Et je lui dis, bah là, t'écrases tout, t'effaces tout, on repart de zéro et on va faire la vraie lumière du spectacle. Et ça les angoisse beaucoup. Mais du coup, je pense qu'il y a une question à la fois de temporalité du travail que je trouve vraiment intéressante et de ces fameux lavages d'œil qui permet de ressentir les choses. Et le hasard, ouais, moi j'adore ça. En fait, je suis extrêmement mauvaise en réglage lumière. Je fais les choses. J'ai beaucoup travaillé avec des régisseurs lumière beaucoup plus pointilleux que moi et ça me rendait dingue. J'étais, mais en fait, ce projecteur, je sais qu'il va être allumé à 4% au milieu de 12 autres, donc que ce soit pas nickel, c'est pas grave. Et en fait, les réglages, c'est des choses qui, pour moi, j'ai même fait des créations lumière avec des plans de feu que j'avais pas fait, avec du coup des réglages que j'avais pas fait. Et la question du hasard était superbe parce que je me servais d'outils déjà présents, quoi. Et c'est vrai que c'est là où je suis hyper à l'aise. Et alors, donc, on parle toujours de l'œil, de l'éducation de l'œil. Est-ce qu'on peut mettre de côté la nature physique de la lumière est-ce qu'on peut faire abstraction de cette nature physique quand on choisit un appareil? Est-ce que, par exemple, les données photométriques, colorimétriques qui sont disponibles, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous sert ou pas du tout? Alors, peu. Mais par contre, comme tu le disais, quand on est vraiment contraint de donner une liste de matériel ou j'ai fait des créations où les théâtres profitaient de la création pour faire un investissement de matériel et du coup me disaient, du coup tu nous dis ce qu'il faut qu'on achète comme matériel, donc forcément il faut s'y prendre très à l'avance. Là oui, là je me mets à étudier les choses sérieusement, ouais. Alors moi, de temps en temps, je travaille avec ça parce que souvent, on va nous proposer des nouveaux produits aussi. Et quand on fait de la lumière aussi pour de
de la mode, on a des niveaux aussi à respecter. Donc c'est important de regarder ça en amont. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que les données photométriques qu'on va avoir, c'est sur la lumière blanche. Et que du coup, si on va faire un travail, par exemple, juste avec une teinte particulière, que ce soit du rouge, du vert, du bleu, et ben du coup, ces données, en fait, nous, on va devoir les interpréter aussi. Donc, selon le projet, on va pouvoir s'en servir ou non. Donc, je pense que c'est vraiment propre au projet. Mais je voulais revenir sur la confiance. Enfin, tu dis la question précédente par rapport à l'œil. Est-ce qu'on peut faire confiance à son œil? Je pense qu'il y a un sujet qui est super important, c'est que quand on travaille avec des opérateurs, souvent on demande par exemple une référence dans la console, un LI 201, et selon le type de console et selon l'opérateur et sa sensibilité qu'il va avoir, eh ben, on ne va pas avoir forcément ce qu'on veut sur le plateau, un LI 201, ne va pas être un LI 201, on en parlait avec Alexis, ça a tendance, en fonction de certains opérateurs et de leur sensibilité, de tirer vers des cyan à 10-20%, on en parlait beaucoup, et que du coup, je pense que notre œil à nous, on doit faire abstraction aussi à ce genre de choses pour avoir une référence et pour pouvoir remettre un peu d'aplomb les couleurs à notre sauce. Parce que ça, vraiment, l'interprétation d'un opérateur peut parfois nous amener vers un terrain où ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Voilà. Alors Alexis, on viendra plus tard un peu sur justement la relation opérateur-concepteur, mais peut-être Alexis, si tu as quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Mathieu. Non, pour revenir sur le 201, parce que c'est un sujet qu'on discute depuis 2 jours dessus, et je pense que c'est un souci générationnel, parce que moi j'ai connu un 201 avec un par et une feuille de 201, et des opérateurs qui ont 20 ans maintenant, eux, un 201, c'est un blanc qu'on a refroidi, et du coup quand on part d'une machine qui est déjà en 5006, eux ils refroidissent un 5006, donc c'est effectivement un blanc qu'on leur refroidit, mais du coup on est à 7000 degrés Kelvin et on n'est plus dans un 201 d'origine, quoi. Donc ce 201 il est magique parce qu'il a pris 20 ans et c'est plus le même, quoi. C'est un seul 201 qui est évolutif, quoi. Merci. On va quitter un peu cette question de l'éducation de l'œil et pour essayer de voir comprendre comment on compose avec les ressources disponibles, même si on en a déjà parlé. Alors comment, là c'est dans le cadre d'une tournée, alors peut-être ça vous concerne pas vous, mais peut-être plus Alexis, mais en même temps je veux bien vous entendre aussi là-dessus. Comment on arrive à obtenir les résultats esthétiques souhaités, initiaux, quand on doit s'adapter à un matériel différent de celui qu'on avait au moment de la conception du spectacle? Alors, moi, pour les parties de tournée, je pense que l'opérateur ou le régisseur lumière a une énorme part d'adaptation et d'interprétation du travail de l'éclairagiste. Et c'est pour ça que je pense que l'opérateur doit avoir aussi un œil éduqué au travail de la couleur et de la LED, parce qu'il est confronté à recréer complètement le travail qu'on a fait en création, mais des fois avec des projecteurs qui sont complètement différents. Alors que ce soit en création avec des projecteurs additifs, par exemple, où on va rajouter de la couleur rouge, vert, bleu, et en tournée, il va travailler avec des projecteurs soustractifs, où voilà, on va insérer des filtres de couleur devant la lumière. Par exemple, il y aura des problématiques liées au flux, à la quantité de lumière qui va sortir. Donc ça, nous, en tant qu'éclairagistes, des fois, le régisseur ou l'opérateur peut nous questionner sur ce sujet, comment on adapterait. Mais je pense que l'œil de l'opérateur, du coup, a une grosse part artistique aussi dans la partie de la tournée. Parce que dans la réalité, l'éclairagiste, il est a priori pas présent, et c'est l'opérateur qui est en fait confronté à cette problématique. Oh, si tu veux. Ouais, l'adaptation, elle est souvent pour l'opérateur. Et nous, on se doit de connaître... donc nous, on arrive après le process de choix de source du départ, mais on se doit quand même de connaître la plupart des produits sur le marché, puisqu'on va les retrouver en équivalence en tournée. Et du coup, il faut bien qu'on se dise que si effectivement on part avec une découpe ETC et qu'on se retrouve avec une découpe X, on n'aura forcément pas le même rendu. Et à nous de préparer en amont correctement les correspondances de couleurs les plus précises pour être le moins embêté possible le jour même, quoi, et pas avoir des kilomètres de retape à faire. Et du coup, nous, notre connaissance, elle vient un peu
de second temps, mais on a besoin de l'avoir aussi et d'être bien conscient que si on part d'un projecteur qui avait 7 LED et qu'on se retrouve avec 4, forcément, on va avoir des problèmes de conversation, quoi. Ça va être compliqué. Et ça, c'est un travail que vous faites tous les deux, parce que donc du coup, je ne sais plus si on l'a dit, mais Mathieu et Alexis sont habitués à travailler ensemble, en binôme. Est-ce que ça, c'est un travail que vous faites, quand vous êtes sur un nouveau spectacle et qu'il y a une tournée qui suit? Est-ce que vous évoquiez déjà au moment de la création la possibilité de s'adapter à tel type On en discute, mais après, le fil des choses fait que quand nous, on est en tournée, l'éclairagiste, il a un autre projet en cours, etc. Il n'est pas forcément disponible pour répondre à ces questions-là. Et puis je pense que me concernant, c'est plus son problème. En fait, s'il me confie son spectacle, c'est que pour que je le mène au mieux dans toutes les situations possibles. Évidemment, on essaie de coller au plus proche de la création. Des fois, on doit s'adapter, quoi. L'adaptation, ça porte ce nom-là parce qu'on s'adapte. Voilà, et ça sous-entend aussi que la personne qui est en charge de la tournée, appelons-le régisseur lumière, opérateur, peu importe, doit quand même avoir un minimum de compétences pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Oui, si je peux rebondir sur tout ça, c'est la compétence, mais c'est aussi être très au contact des choix artistiques. Et du coup, mais tu as raison de dire que c'est vraiment sur les deux plans. C'est-à-dire, si on sait que pourquoi nous, créateurs lumière, on a fait ce choix-là, mais qu'en face, ils n'ont pas les compétences techniques pour pouvoir s'adapter et trouver ce qu'il faut, ça ne marche pas. Et s'ils ont que les compétences, mais qu'ils ne savent pas réellement pourquoi on a fait ces choix-là, ça va être aussi très difficile. Et je pense que c'est vraiment un double langage à avoir avec nos collaborateuristes en régie pour ça, ouais. Non, mais bien sûr, en fait, je veux parler de compétences qui sont des compétences et surtout une compréhension du projet, du projet artistique et aussi une bonne connaissance quand même de comment fonctionne un projecteur additif, soustractif et comment on peut pallier à des différences, quoi. Moi, je pense que ça dépend aussi des tournées, parce que là, on parle de tournées, mais les tournées à l'étranger aussi, il y a beaucoup de différences, parce que quand on va tourner en Asie, on va retrouver des projecteurs, par exemple, qui sont complètement différents de ce qu'on retrouve en Europe, et là où l'adaptation, souvent, va être extrêmement difficile, et travailler avec un opérateur qui a une sensibilité artistique lors de la création, mais justement, ça permet de faire face et de créer cette confiance pour l'adaptation future, même dans des cas qui peuvent être très compliqués. Et alors du coup, pour rester sur cette collaboration, ce binôme concepteur-opérateur, comment cette collaboration, elle peut influencer, toi, Mathieu, par exemple, ton travail? Est-ce que tu vas avoir exactement la même démarche, je ne parle pas d'artistique, mais en tout cas, la même... Est-ce que tu vas envisager les choses, vraiment de la même chose quand tu travailles avec Alexis ou avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu composes quand même avec la personnalité de la personne à qui tu as affaire? Alors, je pense que oui, j'ai compris. Pour moi, quand on a la possibilité et la chance, vraiment, je veux dire, de travailler avec son opérateur, c'est extrêmement confortable parce que, par exemple, avec Alexis, il a un œil génial. Donc, quand on crée quelque chose ensemble, je lui donne vraiment la théorie de la lumière, la théorie du tableau, et du coup il me fait des propositions qui sont extrêmement justes, on gagne énormément de temps, et je sais que dans mon discours artistique, du coup ça va être interprété derrière, et donc c'est un confort énorme. Mais par contre, quand on travaille avec des opérateurs, et on est vraiment très confronté à ça, c'est de travailler avec des opérateurs qui n'ont pas forcément les connaissances du travail de la couleur. Donc nous, bien sûr, on doit aider, on doit amener un discours différent pour pouvoir arriver à notre fin. Et je pense que pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à maintenir cette relation de confiance et de plaisir de travail entre un éclairagiste et un opérateur, parce qu'il y a le stress, il y a les changements sur un plateau, donc ça peut vite être très compliqué. Et un opérateur investi, même s'il n'a pas un œil développé sur la technologie LED, je pense que dans le discours, on va pouvoir quand même lui amener ça. Voilà. Mais il faut que le dialogue soit bon et ouvert dans les deux cas.
Bien sûr. Elsa, toi, tu travailles avec des opérateurs régulièrement ou tu changes au gré des productions selon qui Oui, ça change. Après, quand je retourne plusieurs fois dans le même théâtre, il y a vraiment une relation de travail qui s'est instaurée avec les personnes qui sont en fixe. Et c'est vrai que j'ai en tête une création où, justement, sur la question de la LED, de la couleur et d'un droit d'effet, et puis un changement de console aussi dans ce théâtre, j'avais deux régisseurs lumière en fait avec moi. J'en avais un qui était vraiment sur le travail beaucoup plus en répétition, de construction des états lumineux, de suivi de la conduite, etc. Et puis j'en avais un autre à côté qui allait être plutôt un pupitreur pour venir aller chercher plus loin, etc. Et du coup, je pouvais avoir vraiment mon discours de travail qui s'adressait en fonction de si on était en train de construire quelque chose au niveau de la conduite au premier. Et puis, quand je voulais aller chercher vraiment de manière très pointue ou affinée ou retravaillée, je m'adressais au deuxième en lui disant, bah, tu vois, là, par exemple, la couleur de ce projecteur est OK. Il faudra qu'on fasse un étalonnage avec les différentes sources par rapport à celui-ci. Est-ce que tu peux préparer ça pour demain? Et puis, il prenait en note toutes les choses. Ou alors, il avait son ordi avec la console sur son ordi et puis il commençait à faire les choses. Et puis, à une pause, hop, il basculait, il me proposait, il me dit, bah, regarde, tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que ça convient, etc. Du coup, j'avais vraiment ces deux niveaux de travail. Quand c'est pas une seule et même personne, c'est vrai que là, de pouvoir dédoubler le poste, ça a été vraiment très riche. Et j'ai pu aller vraiment loin dans ce que je voulais faire par ça, quoi. Et est-ce que cette relation, elle peut influencer ton travail ou... Ah bah, complètement, Ouais. en fait, ça influence le travail. La première chose que ça influence, en fait, ça va être le vocabulaire avec lequel je vais faire passer ce que je veux. Si je sens que cette personne est outillée avec un vocabulaire technique précis, je vais aller là-dedans. Si c'est quelqu'un qui est plutôt sur quelque chose de sensible, enfin, voilà, j'adapte vraiment mon vocabulaire de discussion pour faire comprendre ce que je veux. Et puis bah, des fois, j'ai été parfois contrainte d'aller beaucoup moins loin que ce que j'espérais. Et bah, ouais, je devais garder mes frustrations pour moi. Alors justement, on va venir sur cette question du langage, du vocabulaire en fait commun. Alexis, toi, comment tu arrives à interpréter? Alors bon, tu travailles pas qu'avec Mathieu, hein. Donc voilà, comment t'interprètes selon, pareil, avec qui tu travailles. Enfin, je sais pas, il y a sûrement pas de recette secrète, mais toi, pour interpréter un concept artistique en choses concrètes de programmation, réglage, etc. Il y a deux choses. Moi, j'aime bien qu'on me raconte l'histoire. J'aime bien, avant qu'on attaque quoi que ce soit, si on a le temps de le faire, durant un voyage ou quoi que ce soit, qu'on me raconte vraiment le procédé de création et que j'ai besoin de comprendre où on va, quoi. Et après, moi, j'interagis beaucoup avec l'éclairagiste. Il y a des opérateurs qui interagissent pas beaucoup, qui posent pas de questions. Moi, je pense que la solution, c'est de poser des questions, savoir si on fait une modification dans une mémoire, dans les mémoires qui viennent, celles qui arrivent. Enfin, voilà, on a besoin de poser beaucoup de questions. Et j'interroge beaucoup l'éclairagiste. Je pense que tu veux dire ça. Et après, moi, j'aime bien une force de proposition, même si ça sert à rien. S'il y a un temps ou quoi, je mets des choses d'un côté de console et je propose. Et je crois que ça se passe simplement quand Mathieu me demande des choses. Si je comprends pas, je lui demande de répéter, on essaye d'éclaircir et Après, il a l'avantage de s'exprimer correctement et assez facilement. Donc, Mathieu est un mauvais exemple, mais et j'ai eu des moments de solitude pendant des créations où je comprenais pas ce qu'on me racontait et vraiment, faut arriver à décrypter, quoi. Mais en général, il y arrive toujours. Je sais pas si j'ai répondu à la question correctement. Si, non, mais c'était intéressant justement qu'il y ait plusieurs aspects, c'est-à-dire que voilà, on peut travailler avec quelqu'un. Si vous travaillez ensemble souvent, on peut supposer que c'est parce que ça fonctionne bien. Après, voilà. avec l'habitude, il y a même des fois où on se parle plus beaucoup, quoi. Je sais qu'on a un état où il est chiffonné. Je vais aller le corriger ou je vais au moins le mettre dans un coin de notes en disant voilà, je suis sûr que ça te pose un problème. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, un temps ou quoi que ce soit. Et ouais, je crois que l'habitude, c'est super pour ça, quoi. Oui, puis la confiance. Ouais, alors la confiance, ça paraît le premier pas. C'est quand même mieux, quoi. Et puis le fait quand même de se comprendre. De se comprendre. Mathieu, toi, pareil, tu travailles pas qu'avec Alexis.
Oui, alors ce qui est vraiment agréable avec Alexis, c'est qu'il est force de proposition et du coup souvent on a de moins en moins de temps en fait en répétition. Donc quand on a d'un côté l'équipe artistique, de notre côté l'opérateur, on va pouvoir lui glisser des pistes vite fait, mais avoir quelqu'un qui interprète, notamment au niveau de la couleur, parce que hier on était sur un projet où par exemple on avait énormément de choix, enfin de sources différentes au niveau de la génération de couleurs aussi. Et donc, lui dire, OK, est-ce que tu peux me raccorder telle couleur avec telle source? Ben, du coup, Alexis, il a un œil là-dessus. Et donc, ça permet d'aller extrêmement vite, plutôt que de dicter les changements. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps. Après, quand on a quelqu'un qui, par exemple, ça arrive régulièrement aussi, hein, qui ne maîtrise pas à 100% la console, comme tu disais, Elsa, des fois, on est obligé d'adapter nos répétitions, réduire un peu nos ambitions et essayer de trouver le compromis parce que bon, on ne sauve pas des vies non plus. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui nous convient, trouver la mesure avec les capacités aussi de l'opérateur et voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de passer aux questions du public. Il reste deux petites questions. On va parler d'avancées technologiques. Est-ce que, pour vous, comment vous voyez les avancées technologiques? Est-ce que c'est plus, est-ce que ça libère pour vous plutôt le côté créatif ou est-ce que ça vient créer plus de contraintes finalement, de façon large? La contrainte principale, c'est le temps, en fait, je trouve. C'est que... C'est pas technologique. Ouais, mais justement, là, les nouveaux projecteurs, les nouvelles technologies nécessitent beaucoup plus de temps, je trouve. De temps de travail. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, et là, sur la question des transferts de compétences, c'est un peu ce que vous disiez là. C'était que des choses qu'on était en mesure de faire tout de suite, en fait, bah, il y a du temps de travail en parallèle. Quand tu dis, bah, on se met d'accord sur une couleur et après, c'est l'opérateur qui va faire l'étalonnage pour tout le reste, etc. Bah, ça, c'est un temps sur lequel l'opérateur n'est pas disponible pour pouvoir avancer sur autre chose. Ou du coup, il fait ça à un autre moment. Et en création, il y a un temps réel d'encodage qui est un peu incompressible et qui nécessite du coup de mettre en pause, nous, notre réflexion de création pour attendre que cette chose-là soit faite, pour valider, avancer, etc. Donc je trouve que ça amène vraiment beaucoup de choses super sur tous les possibles, mais je trouve que la contrainte principale qui est associée à ça, c'est le temps et les compétences nécessaires autour de nous pour que ça marche, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord avec Elsa, parce que vraiment, le temps sur un plateau, on va avoir beaucoup moins de temps, mais on va avoir aussi beaucoup de possibilités. Et souvent, avec un projecteur, par exemple, on le voit sur le choix des modes. Souvent, Alexis me demande quel mode on va utiliser. Et donc, des fois, on se rend compte qu'on prend tout en étendu, des fois, mais on n'aura pas le temps physique vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc, je pense que dans notre réflexion en amont, on va pouvoir cibler d'aller plus loin si on est, je sais pas comment dire, mais vraiment dans le choix de la LED, dans les puissances aussi, on va pouvoir aller vers quelque chose de vachement intéressant. Mais si derrière, on le prépare bien dans notre manière de travail et de travail aussi avec l'équipe artistique. Mais l'avenir, moi je suis super heureux de découvrir des nouvelles sources aussi. Après, c'est difficile de tout voir ici, mais je pense que se questionner sur les projecteurs aussi et éduquer son œil et aller plus loin, que ce soit de l'éclairagiste, mais aussi de l'opérateur, c'est vachement important pour gagner du temps derrière et pour pouvoir... Enfin, voilà, on ne pilote pas un avion sans connaître les capacités d'un avion. Donc il faut vraiment que derrière, il y ait toute cette relation et cette recherche, autant de l'éclairagiste que de l'opérateur. Et alors, tu as parlé d'avenir vite fait, Mathieu. Ce sera la dernière question. On a parlé un peu de sources, les différentes sources lumière. On a parlé de fluo, de sodium,
d'halogène, on aurait pu parler des lampes à décharge. Là, on voit bien quand même que de plus en plus, on n'a plus que des LED. Même si on a encore un peu des halogènes et encore des lampes à décharge, mais bon, on se dirige un peu vers ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi personnellement, oui, c'est vrai que alors j'adore la LED vraiment, mais je trouve que c'est un peu radical de se dire que ben, maintenant on commence à ne plus trouver de lampes de part et qu'on commence à avoir des. Encore. Oui, il y en a encore, mais il y a pas mal de lieux qui nous disent ben, les Svoboda, enfin voilà, tout ça c'est concret, ça commence à être dans ces réflexions-là. Mais après, derrière, oui, faut le voir enfin, comme un peintre qui a des nouveaux pinceaux derrière. Donc, on découvre toujours des nouvelles choses. Dans la LED, on a aussi des nouvelles fonctionnalités. On a donc Différentes LED. ouais, exactement. Rien que dans le choix des LED, on a des résultats qui sont complètement différents. Donc, je pense que l'avenir aussi nous apportera une diversité. C'est ce qu'il faut. Ouais, j'aime un petit peu moins la LED que Mathieu. Non, non, je l'aime de plus en plus. Mais c'est vrai que ce que je trouve dommage avec la LED, c'est que, comme tu le disais, le parallèle avec le peintre, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on nous enlève des outils, en fait. Et du coup, que la palette qu'on utilise se standardise beaucoup et est beaucoup moins variée, variable, comme tu disais, entre la lampe à décharge, le par. Je trouve que c'est peut-être l'inquiétude que j'ai, ça serait de perdre un peu cette diversité dans la source de départ, quoi. Oui, parce que il y a le par, mais il y a aussi le sodium basse pression, il y a la chimie, enfin vraiment. Et à la base, une lampe sodium, ben, je pense que si aujourd'hui on faisait un projecteur LED qui imite la lampe sodium, on se dirait, mais pourquoi faire ça? Et donc, alors que enfin, c'est quelque chose, comme tu dis, où on va nous enlever un peu cette possibilité-là. Et moi, j'essaye des fois de travailler sur, par exemple, des produits où on va réduire l'indice de rendu des couleurs pour appauvrir, pour avoir un blanc assez fort, peu riche, justement, chromatiquement. Mais c'est vrai que ça nous enlève une part de notre choix. Mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec des LED, on peut arriver à reproduire, à se Alors, rapprocher de spectres pauvres comme l'étaient les sodiums ou plus riches. Enfin, on peut arriver à faire quelque chose, on va dire. On peut arriver à faire quelque chose, mais de dire à se rapprocher spectralement, enfin, pour moi, au niveau des différences de spectre, quand on prend un fluo, quand on prend un sodium, un HMI et un par, enfin, spectralement, c'est complètement différent. Oui. Et là, on se retrouve avec de la LED où on va avoir quelque chose qui est bien étalonné et qui ne va pas créer ces problématiques qu'on avait avant, mais qui nous plaisaient. Et donc c'est ça, j'essaye souvent de me questionner sur comment on va recréer ces problématiques ou différemment, recréer des contraintes, des sources très pauvres avec la LED, baisser un IRC au maximum, qu'est-ce que ça produit? Enfin, voilà, pour essayer d'élargir justement notre éventail artistique. Merci. On va passer aux questions, s'il y en a. Mais oui, il va y en avoir des questions. Merci. Oui. Si tu peux te présenter rapidement. Alors, Sharon, je fais de la régie lumière en fixe pour un théâtre. Et ma question, c'était sur la tournée et sur les créations. Maintenant, plusieurs théâtres ont différents types. Ils ont pas mal d'halogènes et pas mal de LED. Est-ce que vous allez faire avec le matériel du lieu et après, dans la tournée, quitte à revoir à la baisse, disons, certains matériels LED, ou est-ce que vous allez partir avec l'idée que votre spectacle doit pouvoir tourner dans un maximum de lieux et déjà, dès le départ, revoir à la baisse, peut-être avec le matériel LED qu'a le théâtre? C'est un peu ce que je disais au tout début de la rencontre. Je me soucie de connaître le cadre de la création. Il y a aussi des théâtres qui veulent tourner avec leurs projecteurs LED.
ce qui questionne sur la place dans le camion, etc. Il y a d'autres problématiques logistiques autour de ça, mais parfois c'est la solution qu'ils utilisent parce qu'au moins ils savent que ça sera la même chose, et etc. etc. Du coup, quand je connais un peu le cadre, ça me permet de savoir à quel point il va falloir que je m'adapte ou pas là-dessus. Mais après, c'est un peu ce qui a été dit. Je me soucie de la question de la tournée, mais à un moment donné, c'est plus mon souci. Voilà. Ok, merci. Et des fois, à notre décharge aussi, des fois, on va créer un spectacle et on va nous dire juste après qu'il y a une tournée de prévue. Moi, plusieurs fois, on crée dans un lieu sous un format et des fois, on nous dit il faut aller dans un lieu où t'as pas de grille, par exemple. Et on a des dégagements. Enfin, voilà, le spectacle tourne autour de ça. Donc, on essaye de trouver les meilleurs compromis, je pense. Je m'appelle Lucas, je travaille pour une agence de production, surtout d'exposition. Et je voulais savoir, parce que vous avez dit que la première étape, c'était de discuter avec l'équipe artistique. Et c'est quoi les questions que vous leur posez pour comprendre ce qu'ils veulent? Et après, comment vous... Parce que la façon dont ils vont parler, ça va pas être très technique. Ils vont peut-être utiliser des adjectifs comme je veux une lumière intime, je veux une lumière spectaculaire, je veux une lumière dramatique. Comment vous traduisez ça? Alors, moi, je travaille avec des chorégraphes ou metteurs en scène. Des fois, ils pensent connaître parfaitement la lumière. Donc, des fois, il y en a même qui vont te dire moi, je veux du lit 201. Et bon, toujours le 201. Et dans les actes, après, on va sur scène et en fait, on change tout. Donc, des fois, il faut aussi comprendre vers quelle direction. Le metteur en scène, est-ce que ce qu'il pense de la lumière, est-ce que c'est juste ou est-ce qu'on va lui dire, à ce moment-là, dis-moi les grandes lignes, ton intention de temporalité, d'axe, comme tu dis, est-ce que c'est quelque chose d'intime, est-ce que c'est quelque chose de puissant? Et après, nous, interpréter à notre manière. Et même des fois, il y a des metteurs en scène avec qui je discute de la lumière, mais il y en a d'autres où ça va les perdre plus qu'autre chose. Donc le discours, en fait, doit s'adapter aussi avec notre interlocuteur artistique et de se dire, c'est pareil, une relation de confiance et voir comment on développe dans cette relation le process artistique. Mais il n'y a pas une manière. Moi, la question que j'aime beaucoup poser, c'est pourquoi? Pourquoi tu as voulu monter cette pièce? Pourquoi tu veux faire ça comme ça? Pourquoi? Et du coup, de faire parler la personne de son intention de départ me donne, moi, beaucoup de clés et de compréhension. Des axes forts et importants. Et après, à travers ça, c'est mon langage artistique qui passe par la lumière pour accompagner ça et proposer des choses qui vont mettre en valeur c'est pourquoi. Voilà. Okay, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nicolas Villeneuve, je m'occupe de la Fabrica du Festival d'Avignon. Et je vais sortir un peu du champ du sensible et être plus dans un champ très technique et technologique. Je voulais savoir si on vous demandait régulièrement d'être prescriptrice des parcs de matériel qui sont en plein questionnement de renouvellement. Est-ce que vous avez votre mot à dire? Est-ce qu'on vient vers vous pour faire une prospective sur ces sujets? La réponse est oui. Oui, on a notre mot à dire et de plus en plus, oui, on nous demande et je trouve ça vraiment super d'avoir la possibilité d'exprimer. Après, ce qui est très particulier, c'est que on le voit bien, on n'a pas du tout les mêmes manières de travailler et je trouve que c'est super intéressant d'entendre plusieurs discours et plusieurs manières et plusieurs méthodes et plusieurs choses. Donc, je trouve que dans la diversité de nos réponses, ça doit être passionnant. Je suis totalement d'accord avec toi parce que je pense qu'il faut questionner les utilisateurs, mais aussi après, comme on a des méthodes de travail différentes, c'est important aussi par rapport au lieu. Souvent, il va y avoir la relation avec le prestataire local. Si on demande plus de projecteurs, il y a toute cette question-là autour que nous, on ne connaît pas vraiment. Et on peut proposer des idées. Moi, par exemple, à l'Opéra de Montpellier, on m'a demandé régulièrement de faire des propositions. Mais
Mais après, il faut questionner aussi la quantité de matériel qu'il y a sur place. C'est quelque chose où on essaye de trouver le bon équilibre, quoi. C'est difficile. Bonjour, mon nom c'est John Jazz, je suis comédien, bon, je suis metteur en scène également. Ma question c'est comment faire, parce que c'est une question, je rencontre ce problème à chaque fois que je monte un spectacle, alors du coup je vais poser la question par rapport à ce problème. Comment faire pour adapter un spectacle à un lieu, par exemple j'avais mon spectacle, je l'avais adapté à un lieu, je l'avais monté dans un lieu, il y avait toute une trame d'éclairage. Et comment faire pour réadapter ce spectacle-là avec un tout petit trame d'éclairage? Je ne sais pas si vous comprenez mon langage quand je dis trame d'éclairage, parce qu'on n'a pas les mêmes vocables. Je pense qu'il faut se baser sur les intentions. Tu disais tout à l'heure, Elsa, pourquoi? Et des fois, je pense que quand on va créer dans une salle où, par exemple, on va avoir un plateau énorme, ben, on va avoir une sensibilité par rapport à ce plateau. On va peut-être mettre, je ne sais pas, une dizaine de projecteurs pour faire un tableau. Mais par exemple, si tu passes dans une pièce de 6 mètres carrés où tu vas faire le... Voilà, je vois à peu près le profil du spectre, parce que ça nous arrive constamment maintenant de faire des grosses adaptations. Mais la sensibilité dans l'espace, on va peut-être passer de 10 projecteurs à un projecteur. Et la question, c'est de se dire pourquoi toujours. Parce que le sens dans un espace peut-être plus réduit et la dramaturgie de la lumière peut-être va être amenée d'une manière différente en termes de choix de matériel, mais en termes de quantité. Donc je pense qu'il faut, quand tu fais cette réadaptation-là, te questionner sur comment tu vas passer le même message, avec, voilà, mais différemment, avec ce que tu as sur place. Ah, ok. Mais après, on pourrait en parler des heures. J'aurais pu donner exactement la même réponse. Merci. Question ? Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Peut-être, je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter, un truc que vous n'avez pas eu l'occasion de dire ? Ah si, moi je veux bien poser la question à Mathieu, parce que tu avais une question que tu ne nous as pas posée sur la source la plus bizarre qu'on a utilisée, oui. et je voulais avoir la réponse de Mathieu. Bah oui, parce que comme je m'étais dit que peut-être ça allait sortir, mais oui, alors quelle est la source la plus bizarre que... Alors, la plus bizarre... Alors bizarre, avec des guillemets, bien sûr. Bizarre, c'est-à-dire, voilà, en fait, ça suivait la question de une source détournée, tu vois, est-ce que je sais pas, un phare de voiture, je sais pas quoi. Mais alors c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'était vraiment un phare de voiture que j'allais dire. Non, c'était justement dans une pièce de danse, justement, on avait intégré des phares de voiture parce que je trouvais que l'objet était vraiment intéressant. Et en fait, pour moi, je m'attarde beaucoup sur l'objet aussi. Parce que quand on parle de lumière, il y a des gens qui vont travailler sur la lumière mais ne pas voir la source. Et moi, je trouvais vachement intéressant justement parfois d'assumer une source qu'on va avoir peut-être dans notre quotidien, mais qu'on va voir différemment. Et donc, voilà, mais c'est rigolo que tu me parles d'un phare de voiture. Oui, bonjour, Michel Kova, scénographe. Alors, je vais aller dans ton sens parce que c'est génial. La première fois que j'ai travaillé avec André Dio, donc c'était la deuxième fois, c'était au Piccolo à Milan, et tout l'éclairage était fait avec des optiques de Citroën qu'il avait récupérées. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de pognon. On n'a qu'une discussion de riches, là, pour l'instant. Faisons attention, on va bientôt être pauvres. Donc, il va falloir qu'on retrouve ces vieux systèmes. Voilà. Mais je suis entièrement... Je sais que tu as travaillé avec André, non? Parfait. Mais je pense que tu as raison de souligner ce sujet parce que pour moi, la lumière ne s'arrête pas juste à la partie spectacle. C'est-à-dire que souvent, dans mon travail, je vais utiliser des projecteurs qu'on a à Leroy Merlin, par exemple, qu'on va intégrer dans le décor ou qui ont peut-être juste un look, une esthétique qui me plaît. Et du coup, je pense que ça ne doit pas s'arrêter à la partie scénique, mais on doit continuer à rêver et utiliser des choses qui produisent juste de la lumière pour ne pas perdre justement cette richesse qu'on avait avant. Et exactement.
de la Lune. On joue avec la lumière de la Lune. Un peu plus loin, Hein, ça existe aussi. Effectivement, tous ces systèmes sont intéressants. Et on a du mal à les... Je pense une Lune, vous aurez peut-être du mal à le faire avec des LED. Ah ben... Voilà. Un autre petit mot, j'ai adoré l'histoire du lavage de l'œil. Parce que moi, je l'applique aussi quand je construis une salle, un opéra ou autre. Il faut aussi faire le lavage de la tête et le lavage du son avant de rentrer dans un spectacle pour bien le percevoir. Et je pense que le noir et le silence, ce sont des objets qui sont totalement comparables, qui sont aussi importants que le bruit et la lumière. Et on doit le faire aussi dans le parcours qu'on va offrir au public pour rentrer dans la salle, et même peut-être un peu en sortant de la salle. Voilà, c'est tout. Ouais, je rebondis là-dessus. C'est vrai que quand je parlais du lavage de l'œil, c'est pour moi extrêmement important d'un point de vue du spectateur. Comment on démarre le spectacle? Comment on éteint la salle? Déjà, quelle est la lumière dans la salle, premièrement? Même avant, dans le hall, ils sont comment? Souvent, c'est des halls qui résonnent. Il y a le bar du théâtre. Enfin, bref. Et du coup... comment on va aider le spectateur à quitter tout ça pour recevoir l'objet scénique qu'on va leur proposer? Quelles sont les meilleures conditions pour qu'ils reçoivent ça? Et quand vous parlez du noir et du silence, ça va être les biens les plus précieux qu'on est en train de perdre. Le noir n'existe plus dehors, il y a plus d'obscurité, et puis le silence... plus trop là non plus, quoi. Et du coup, c'est vrai que ouais, c'est important. Et pour rebondir aussi sur la question des sources, c'est vrai que André Dio défendait beaucoup la question de l'artisanat dans la lumière, et en fait, c'est vrai que ce que j'ai trouvé hyper agréable dans cette table ronde et dans les discussions, c'était que la question de la sensibilité était ouverte à tout type de sources, et du coup, que ce soit la bougie, le dernier projecteur LED ou n'importe quel autre type de source, ouais, si c'est animé par les mêmes pourquoi, raisons, envie, et voilà, moi c'est ça qui m'anime beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois, merci à tout le monde. On va laisser la place au suivant.